Imaginez un marché. Cependant, on n'y vend ni actions ni pétrole. La marchandise est l'âme humaine dans son état le plus vulnérable, l'enfance. L'architecte de cet empire a bâti son entreprise sur l'innocence volée. Sa monnaie, des destins brisés. Et ses clients, des personnes dont les noms sont prononcés avec crainte dans les couloirs du pouvoir à travers le monde. Ce n'est pas une invention, c'est l'histoire vraie de Jeffrey Epstein, un homme qui a transformé des filles mineures en marchandises vivantes pour des présidents, des princes et des milliardaires. Pendant des années, il a agi ouvertement, sous le couvert d'un génie financier. Derrière la façade de la charité se cachait une usine de cauchemars où des enfants étaient transformés en jouets silencieux. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment fonctionnait cette machine de destruction, en pénétrant dans les recoins les plus sombres de son empire pervers. Oubliez le mythe du visionnaire financier. Le véritable commerce d'Epstein était d'une simplicité monstrueuse et d'une efficacité diabolique. Une pyramide de l'esclavage sexuel parfaitement huilée, où chaque détail fonctionnait avec une précision effrayante. Tout commençait par une proposition d'une innocence trompeuse. Une jeune fille de 14 ans issue d'une famille défavorisée, sans ressources et aux rêves brisés. Une femme élégante s'approche d'elle avec un sourire chaleureux et la promesse d'une somme d'argent rapide. 300 $ en espèces, juste pour un massage à un homme riche. Pour une enfant qui n'avait jamais vu une telle somme, cela semblait être le salut. Mais ce massage n'était que l'entrée dans un labyrinthe d'horreur dont personne ne sortait indemne, où chaque pas enfonçait un peu plus dans l'abîme de la violence et de l'humiliation. Derrière ce système se trouvait sa principale architecte, Ghislaine Maxwell. Pas seulement une complice, mais l'incarnation même des ténèbres, peut-être plus sinistre qu'Epstein lui-même. Fille d'un magnate britannique des médias, aristocrate aux manières impeccables et au cœur de glace, elle était le prédateur idéal sous des traits féminins. Les jeunes filles lui faisaient instinctivement confiance, elle ne semblait pas menaçante. Ghislaine manipulait habilement. Elle devenait une amie plus âgée, une figure maternelle, une confidente. Elle étudiait leurs peurs, leurs rêves, leur vulnérabilité, comme un entomologiste étudiant un papillon avant de le fixer sur un tableau. Elle leur achetait des vêtements, les emmenait au cinéma, les prenait dans ses bras lorsqu'elles pleuraient, leur donnant l'illusion d'être protégées et comprises. Et lorsque la victime s'ouvrait complètement, la prédatrice frappait, l'emmenant dans l'antre de son maître où son innocence était réduite en miettes. C'est Maxwell qui formait les filles. Avec une méthode glaciale, elle brisait les barrières psychologiques, normalisant la violence. Elle se déshabillait devant elles, discutait de sujets intimes avec une précision clinique, observait les premières séances, transformant le douloureux en routine. Virginia Giuffre a raconté comment Maxwell, dès l'âge de 16 ans, lui avait enseigné les techniques de la fellation avec une précision anatomique, lui montrant comment avaler correctement après l'acte, comment deviner les désirs d'Epstein avant, même qu'il ne les exprime. C'était la trahison féminine dans sa forme la plus perverse, une louve attirant des agneaux vers l'abattoir, les enveloppant d'une fausse attention avant de leur trancher la gorge. Ensuite, la chaîne de violence se mettait en marche. Le mot massage se transformait instantanément en un rituel sadique de soumission. Epstein obligeait les filles à se déshabiller entièrement, à s'allonger sous la lumière vive des lampes, afin que chaque centimètre de leur peau soit visible. Chaque imperfection et chaque grain de beauté exposé à la vue de tous. Il les touchait à l'aide de vibromasseurs et d'autres objets, pénétrant leur corps avec ses doigts jusqu'à ce qu'elles pleurent de douleur et d'humiliation, le suppliant d'arrêter. Leur supplication ne faisait qu'augmenter son excitation. Le pouvoir sur des victimes sans défense était sa véritable drogue. Après chaque séance, une liasse de billets était glissée dans leurs mains tremblantes. Cet argent n'était pas une rémunération, mais un instrument de violence psychologique.
Il transformait la victime en complice, lui inoculait un virus de culpabilité et de honte qui paralysait sa volonté et scellait ses lèvres, gelant son âme dans un silence éternel. L'aspect le plus monstrueux de ce système, Epstein transformait ses victimes en chasseuses. Il leur versait 500 $ pour chaque nouvelle fille. Amenez une amie. Plus elle est jeune, mieux c'est. 13 ans? Parfait, leur murmurait-il en leur caressant la tête comme un maître caresse un chien dressé. C'est ainsi qu'un flux incessant de nouvelles victimes a été créé. Les victimes sont devenues des complices, enchaînées à leurs bourreaux. Leurs âmes étaient brisées, elles étaient à la fois victimes et bourreaux, enfermées dans un cauchemar dont elles ne pouvaient s'échapper. Epstein a créé un écosystème de violence qui s'auto-alimentait, où le traumatisme engendrait un nouveau traumatisme dans un cycle infini de souffrance. Tout cela ne se passait pas dans des bordels clandestins, mais dans un luxe indécent. Une immense demeure à Manhattan, avec des pièces décorées de photos de mineurs nus. Chaque poignée de porte, chaque interrupteur, chaque objet de décoration criait la richesse et le pouvoir. Un domaine à Palm Beach avec des caméras cachées dans les salles de bain et les chambres, enregistrant les moments les plus intimes des victimes à leur insu. Et l'île sinistre des îles Vierges, Little St. James, un coin de paradis où chaque palmier cachait une caméra, où personne ne pouvait entendre les cris des jeunes filles derrière le bruit de l'océan. Son avion, le tristement célèbre Lolita Express, était une prison volante qui transportait des marchandises vivantes entre ses différentes propriétés. Le monde le savait, mais préférait fermer les yeux sur l'évidence. Pourquoi? Parce qu'Epstein s'était protégé d'un bouclier humain composé des personnes les plus influentes de la planète. Son carnet noir contenait des noms à couper le souffle. Les anciens présidents américains Bill Clinton et Donald Trump, le prince Andrew d'Angleterre, des légendes du show business, Michael Jackson, Mick Jagger, Woody Allen, des top modèles comme Naomi Campbell, des milliardaires, des politiciens, des scientifiques de renommée mondiale, toute la crème de l'élite mondiale. Il est important de préciser que la présence sur cette liste n'implique pas la complicité. Cependant, l'existence même de cette liste était à la fois son bouclier et son épée. Epstein avait créé un système de chantage mutuel. Une fois dans son orbite, vous deveniez vulnérable. Il envoyait un message tacite. « Si je coule, vous serez éclaboussé ». C'est précisément cette peur, la peur du scandale, de la réputation ruinée, des questions gênantes, qui a réduit au silence les puissants de ce monde. Il a bâti son empire sur deux types de peurs, la terreur primitive des enfants sans défense et la peur froide de la dénonciation chez les hommes puissants pris dans ses filets. Son île privée mérite une attention particulière. Little St. James, l'île des pédophiles, comme l'appelaient les habitants, qui regardaient avec effroi cet endroit maudit. C'était sa forteresse, son royaume où il régnait en maître absolu. Ici, les lois de la civilisation n'avaient aucune prise. On ne pouvait s'y rendre qu'à bord de son avion ou de son yacht, toute possibilité de fuite étant coupée. Pour les jeunes filles qui se retrouvaient ici, c'était le point de non-retour, le dernier cercle de l'enfer. L'une des victimes se souvient avoir été enfermée dans une cave pendant 3 jours sans nourriture après avoir refusé d'obéir à un ordre sexuel. Dans l'obscurité, elle entendait les pleurs d'autres jeunes filles. Elle n'était pas seule dans son cauchemar. Une autre a raconté une pièce insonorisée, où les cris ne pouvaient pas sortir, où aucun son ne pouvait être entendu par d'éventuels sauveteurs. L'île était un lieu où les fantasmes les plus sombres se réalisaient sans témoin et sans conséquence, où les limites de l'acceptable étaient effacées sans laisser de traces. Le ticket d'entrée pour cet enfer était le fameux « massage », un mot de code qui cachait un rituel d'initiation. Le scénario était classique. Une jeune fille de 14 ou 15 ans était amenée dans une maison isolée. On lui promettait de l'argent facile pour un simple massage.
Pour une adolescente affamée vivant dans un parc de caravanes, c'était une aubaine, un moyen d'échapper à la misère. Ensuite, c'était une chorégraphie de violence, décrite par des dizaines de victimes dans leurs témoignages devant le tribunal, chacun d'entre eux faisant pâlir les jurés. La jeune fille était conduite dans une pièce avec une table de massage, souvent décorée de photos pornographiques disposées de manière à ce que, où que l'on regarde, le regard tombe sur des images de sexe. On lui ordonnait de se déshabiller, en accompagnant cet ordre de faux sourires et d'assurance que tout le monde faisait ça. Puis il apparaissait, généralement entièrement nu, exhibant son corps comme un instrument de pouvoir. Commençait alors ce qu'il appelait cyniquement un massage, une violence systématique et méthodique. Il obligeait ses victimes à le toucher, touchait lui-même leurs parties les plus intimes, utilisait des jouets sexuels qui laissaient des ecchymoses et des lacérations. Jennifer Araoz se souvient qu'à l'âge de 15 ans, elle a été jetée sur une table de massage et violée avec une telle brutalité qu'elle a saigné pendant une semaine, craignant de raconter à sa mère ce qui s'était passé. Hayley Robson a décrit la terreur paralysante qu'elle a ressentie à l'âge de 15 ans, debout devant lui en sous-vêtements, lorsqu'elle a compris qu'elle était prise au piège, dans un cauchemar qui la hanterait jusqu'à la fin de sa vie. Il ne s'agissait pas des actes impulsifs d'un homme riche et lubrique. Il s'agissait d'un rituel visant à briser la volonté, à transformer une personne en objet à utiliser. Après chaque séance, il y avait de l'argent. 300 $ pour une enfance détruite. Cet argent n'était pas une compensation, mais un instrument de contrôle. Il créait l'illusion du consentement et engendrait une honte toxique. J'ai pris l'argent. J'ai accepté. Qui va me croire maintenant? Ce piège psychologique se refermait hermétiquement, laissant la victime seule avec son cauchemar. La partie la plus diabolique de son système consistait à transformer ses victimes en recruteurs. Epstein ne se contentait pas de violer, il transformait les âmes, changeant les agneaux en loups. Il payait ses victimes pour chaque nouvelle fille, transformant ainsi leur traumatisme en commerce. Imaginez ce cauchemar. Une jeune fille de 16 ans qui vient d'être violée, brisée et couverte de bleu, obligée d'attirer sa meilleure amie, sachant ce qui l'attend. Cela détruisait définitivement leur psychisme, anéantissant les derniers vestiges de leur humanité. Désormais, elles étaient liées à Epstein, non seulement par leur souffrance, mais aussi par la trahison des autres. Elles devenaient des copies miniatures de Maxwell, perpétuant le cycle de la violence. Il s'agissait d'un commerce moderne d'esclaves dans une cage dorée, d'autant plus monstrueux que les esclaves devenaient elles-mêmes marchandes d'esclaves, multipliant ainsi les souffrances. Ce commerce avait une ampleur mondiale. Les jeunes filles étaient transportées entre ces propriétés comme des marchandises. Elles étaient embarquées dans le Lolita Express aux vitres teintées et livrées là où on les demandait. Souvent, elles n'étaient pas destinées à lui seul. Virginia Giuffre a témoigné qu'Epstein et Maxwell la passaient littéralement comme un plat d'entrée à leurs amis influents. Elle a affirmé avoir été contrainte d'avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew, ce qui lui a causé des traumatismes internes nécessitant des soins médicaux. Elle a également cité l'ancien gouverneur Bill Richardson, l'avocat Alan Dershowitz et d'autres. Tous ont nié les accusations. Cependant, les témoignages eux-mêmes brossent le tableau d'un monde où les jeunes filles étaient une monnaie d'échange entre les puissants, un moyen de paiement dans un jeu de pouvoir et de privilèges. Derrière les murs de son manoir de Manhattan, où des milliers de photos d'adolescentes nues étaient conservées dans des coffres secrets, où chaque pièce était équipée de caméras cachées enregistrant les invités, un véritable cauchemar se déroulait. Ce n'était pas simplement une maison, c'était une usine à produire des traumatismes, de la douleur et des destins brisés. Chaque détail de l'intérieur, des draps en soie aux meubles anciens, avait été témoin d'innombrables actes de violence, imprégnés des larmes et des cris des victimes. Chaque empire du mal finit par s'effondrer.
Souvent, il suffit d'une seule voix courageuse pour y parvenir. Dans l'histoire d'Epstein, cette voix a été celle d'une mère qui, en 2005, s'est présentée à la police de Palm Beach pour déclarer que sa belle-fille de 14 ans avait été attirée dans la villa d'un milliardaire où elle avait été victime d'abus sexuels pour 300 $. Cette déclaration a été la première fissure dans le mur du silence, le début de la fin d'un empire cauchemardesque. La police de Palm Beach a ouvert une enquête secrète. Pendant 1 an, elle a interrogé les victimes, recueilli des preuves et mené des opérations de surveillance. Le tableau qui s'est dessiné devant eux a horrifié même les détectives les plus aguerris, habitués à tout, des tueurs en série au cartel de la drogue. Des dizaines, voire des centaines de filles avaient subi le même calvaire. Le chef de la police, Michael Ritter, a été tellement bouleversé par l'ampleur des crimes qu'il a publiquement accusé le procureur local de sabotage et a demandé l'intervention du FBI, risquant sa carrière pour la vérité. Le Bureau fédéral d'enquête s'est saisi de l'affaire. Ils ont interrogé 34 victimes mineures, dont beaucoup ont décrit des scénarios de violence identiques, jusque dans les moindres détails de la disposition de la pièce et des phrases prononcées par Epstein. La justice semblait inévitable, la roue de la justice semblait avoir été mise en marche. Mais une autre force est alors entrée en jeu, le pouvoir de l'argent et des relations capables de fausser l'espace même de la justice. L'équipe d'avocats hautement rémunérés d'Epstein, dont Alan Dershowitz, a mené une opération juridique qui est encore aujourd'hui considérée comme une page honteuse de l'histoire de la justice américaine. Ils ont conclu un accord avec le procureur fédéral de Miami, Alexander Acosta, futur ministre du Travail sous Trump. Au terme de cet accord secret, Epstein a échappé à de graves accusations fédérales de trafic sexuel, passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Au lieu de cela, il n'a reconnu sa culpabilité que sur 2 chefs d'accusation mineurs au niveau de l'État. Sa peine ? 18 mois, dont il a purgé 13 dans une prison du comté, avec le droit de travailler 12 heures par jour. Ce n'était pas la justice, mais une parodie pervertie, une moquerie du droit. Le plus effrayant dans cet accord résidait dans ses détails juridiques. Il accordait l'immunité non seulement à Epstein, mais aussi à tous ses complices, réels et potentiels. Cela signifiait l'impunité totale pour Maxwell et tous ceux qui avaient contribué à bâtir cet empire de violence. L'enquête a été enterrée, les victimes ont été trahies et le monstre a repris sa chasse, presque indemne, prêt à poursuivre ses activités sanglantes. 10 ans, l'affaire a couvé sous le couvert de l'oubli officiel. En 2018, la journaliste du Miami Herald, Julie Brown, a publié une série d'enquêtes intitulée « Perverting Justice » « Pervertir la justice ». Elle a révélé les détails de l'accord honteux de 2008, a retrouvé des dizaines de nouvelles victimes et leur a donné la parole. Le monde a été bouleversé par l'ampleur des crimes et le cynisme du système qui protégeait le prédateur. Le tollé public a été si fort qu'il est devenu impossible de l'ignorer, même pour les protecteurs les plus influents d'Epstein. En juillet 2019, lorsque Jeffrey Epstein est revenu aux États-Unis à bord de son jet privé, il a été accueilli par des agents du FBI. Cette fois, il a été arrêté sous de nouvelles accusations fédérales de trafic sexuel de mineurs. Lors d'une perquisition dans son manoir de Manhattan, un coffre-fort contenant des centaines de photos de jeunes filles nues, dont beaucoup semblaient être mineures, a été découvert derrière un faux mur. On y a également trouvé des montagnes d'argent liquide, des diamants et un faux passeport au nom d'une autre personne avec sa photo. Il s'agissait de preuves irréfutables qui lui fermaient toute voie de salut, un verdict écrit de sa propre main. Epstein n'a pas survécu jusqu'au procès. Le 10 août 2019, il a été retrouvé décédé dans sa cellule d'une prison fédérale de Manhattan. La version officielle est celle d'un suicide par pendaison. Cependant, peu de personnes ont cru à cette version. Le prisonnier le plus surveillé du pays,
Un homme dont les secrets auraient pu causer la perte de dizaines de personnalités influentes aurait-il mis fin à ses jours de cette manière? La nuit de sa mort, les caméras de surveillance ont mystérieusement cessé de fonctionner. Les gardiens, chargés de le surveiller toutes les demi-heures, dormaient et ont ensuite falsifié leurs rapports. Tout cela a donné lieu à une vague de théories du complot. Il aurait été assassiné pour le réduire au silence. La vérité restera probablement à jamais enfouie, avec lui dans une tombe anonyme, tout comme les noms de nombreux clients haut placés. La mort d'Epstein a privé ses victimes de la possibilité de le voir comparaître devant la justice. Cependant, sa principale complice, Ghislaine Maxwell, était toujours en liberté. Elle s'est cachée pendant près d'1 an, jusqu'à ce qu'en juillet 2020, le FBI la retrouve dans une luxueuse propriété du New Hampshire. Son procès est devenu un procès contre tout le système qu'elle avait créé avec Epstein, contre le mécanisme qui broyait la vie d'enfants pour le plaisir de l'élite. En décembre 2021, après un mois de témoignages poignants des victimes décrivant comment Maxwell avait méthodiquement brisé leurs barrières psychologiques avant de les livrer à la merci de leurs bourreaux, le jury a rendu son verdict. Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable de 5 des 6 chefs d'accusation, dont le plus grave, trafic de mineurs à des fins d'exploitation sexuelle. En juin 2022, la juge Alison Nathan l'a condamnée à 20 ans de prison et à une amende de 750 000 $. Une peine sévère, a déclaré la juge, est nécessaire pour envoyer un message clair que de tels crimes ne resteront pas impunis. Pour de nombreuses victimes, cela a été un moment cathartique. La justice, même partielle, a triomphé. La reine de l'Empire du Mal a été envoyée derrière les barreaux, où chaque jour de détention lui rappellera les enfants dont elle a détruit la vie. Après la mort d'Epstein, un fonds d'indemnisation a été créé pour ses victimes. Il a versé plus de 121 millions de dollars à 135 femmes dont la vie a été brisée. Cependant, aucune somme d'argent ne peut effacer les cicatrices, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Aucune compensation ne pourra rendre leur enfance volée, faire oublier les attouchements du prédateur ou soulager les cauchemars qui hantent de nombreuses victimes depuis des décennies. Et la question principale reste sans réponse. Qui d'autre était impliqué dans ce réseau ? Qui sont ces amis influents pour le plaisir, desquels Epstein et Maxwell ont créé leur usine à cauchemars? Les noms de son carnet noir continuent d'apparaître dans la presse, mais il n'y a toujours aucune preuve de leur implication dans ces crimes, et il n'y en aura peut-être jamais. Jeffrey Epstein a emporté ses secrets les plus sombres dans la tombe, ne nous laissant que des preuves de l'abîme de mal dont est capable un homme doté de pouvoir et dépourvu de conscience, et de la facilité avec laquelle, dans notre monde, on peut acheter le droit de détruire le destin d'enfants si l'on a suffisamment d'argent et de relations.